Samedi 11 avril 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, la mort du sénateur et maire de Tours Jean Germain, juste avant son procès sur l'affaire des mariages chinois. C'est fait, Vivendi a donc racheté Dailymotion. Toutes les explications à suivre, c'est dans cette édition. Les livres sur l'islam ont le vent en poupe, reportage dans une librairie parisienne. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Le sénateur socialiste et ancien maire Jean Germain s'est donné la mort mardi à quelques heures de l'ouverture de son procès dans lequel il devait comparaître pour complicité de prise illégale d'intérêt. Son avocat dénonce les pressions insupportables dont son client faisait l'objet. Il y a du sale en gros chez lui, c'est ce qu'avait confié lundi M. Dominique Tricot, l'avocat du sénateur PS Jean Germain, évoquant la figure de Roger Salengro, le ministre de l'Intérieur qui s'était suicidé en 1936 à la suite des campagnes de calomnie. Mardi matin, juste avant l'ouverture du procès dit des mariages chinois dans lequel il devait comparaître pour complicité de prise illégale d'intérêt, l'ancien maire de Tours, 67 ans, s'est donné la mort dans le garage de son domicile. Il s'agit vraisemblablement d'un suicide à l'aide d'une arme de chasse, a déclaré le procureur de la République de Tours, Jean-Luc Beck. La présidente du tribunal a annoncé le renvoi du procès au 13, 14 et 15 octobre prochain. Car le dossier des mariages chinois tire son origine dans l'organisation entre 2007 et 2011 pour une clientèle chinoise de noces romantiques en Touraine. Robes froufrouantes, promenades en calèche, photos devant les châteaux de Loire, des simulacres de mariage à l'eau de rose qui ont séduit plusieurs dizaines de couples chinois. Entouré de son écharpe tricolore, Jean Germain posait avec les touristes devant sa mairie. Mais comme devait le révéler le Canard enchaîné à partir de 2011, l'organisation de ces mariages était pilotée par la société Time Lotus Bleu, dirigée en sous-marin par un membre du cabinet du maire, Lise Anne. Il lui est reproché de s'être attribué des marchés publics en profitant de sa double casquette. Elle aurait en effet organisé et facturé des noces dans le cadre de voyages en même temps qu'elle travaillait à la mairie comme chargée des relations franco-chinoises. Elle a été mise en examen pour prise illégale d'intérêt, escroquerie et recel de fonds publics. Au total, 6 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Et lors de l'appel des accusés à l'ouverture du procès, M. Tricot a annoncé que son client avait disparu en laissant une lettre d'adieu. Je sais le mal que je vais faire, la peine que je vais diffuser à ceux qui m'aiment. Mais on ne peut laisser la chasse systématique aux politiques se dérouler normalement, quotidiennement. Il est des êtres, j'en suis sûr, pour lesquels l'injustice et le déshonneur sont insupportables. Soyez sûr que je n'ai jamais détourné un centime, que je ne me suis pas enrichi, que j'ai toujours œuvré pour ce que je pensais être le bonheur des Tourangeaux. Je laisse ce courrier à mes proches qui, je l'espère, pourront comme ça comprendre. En tout cas, mercredi, tout au long de la journée, nombreux sont les hommes politiques qui se sont rassemblés pour faire le deuil de Jean Germain. Le groupe Média Français va racheter 80% de sa plateforme de vidéo en ligne à son propriétaire Orange pour un montant de 217 millions d'euros. Vers qui? Vers Vivendi. Alors, retour sur la bataille du rachat de Dailymotion. Et puis justement, que va faire Vivendi avec Dailymotion? Tout s'est accéléré le 10 mars 2015, lors de la visite de François Hollande dans les logos de Webedia, la pépite du web détenue par Marc Ladré. Ce dernier a fait savoir au chef de l'État son intention de racheter Dailymotion, message aussitôt transmis à Orange qui discutait depuis quelque temps avec le chinois PCCW. Mais le courant ne passe pas entre Stéphane Richard, PDG d'Orange, et Marc Ladré de Webedia. Puis, début avril, Emmanuel Macron a mis les pieds dans le plat en pressant Orange de considérer toutes les offres et de ne pas s'enfermer dans une négociation exclusive avec PCCW. Au final, Vivendi profite de l'aubaine et rentre dans la course vendredi dernier. Il se retrouve face à l'allemand ProSieben qu'Orange a tout fait pour écarter. Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, est pressé,
Malmené par un fonds activiste américain, il est opportun de boucler une acquisition stratégique avant la tenue de son assemblée générale le 17 avril prochain. Tout s'est donc joué pendant le week-end pascal et Vivendi a annoncé mardi le rachat à Orange de 80% de Dailymotion, valorisé à 265 millions d'euros. Alors il faut rappeler également que Dailymotion, c'est le concurrent historique de YouTube. Ces deux plateformes sont nées à un mois d'intervalle en 2005, mais depuis leurs destins divergent. Le français est devenu un enjeu de pouvoir, là où son concurrent américain est devenu un enjeu de puissance. Aujourd'hui, même s'il reste un concurrent sérieux, Dailymotion est donc très largement distancé par son rival américain, et pour preuve, il revendique 137 millions d'utilisateurs actifs contre 1 milliard pour YouTube. Il faut tout de même dire que le numéro 1 mondial de la vidéo en ligne a été racheté en 2006 par Google pour la somme astronomique de 1,6 milliard de dollars. Et pour amortir cet investissement, le moteur de recherche en a fait une véritable machine de guerre au niveau mondial. Au final, Orange et Dailymotion ont entretenu des rapports courtois mais distants. Stéphane Richard n'a jamais caché que Dailymotion lui créait plus d'ennuis que de satisfaction. Orange qui a perdu de l'argent avec cette plateforme, mais Vivendi devrait donner les moyens d'investir massivement dans la technologie et les contenus. Chez Vivendi, Stéphane Roussel et Rodolphe Belmer de Canal+, qui ont mené la négociation dans la dernière ligne droite, sont très clairs: ne pas nous contenter de faire de Dailymotion un petit YouTube et accélérer l'audience mondiale. Vivendi distribuera directement des contenus premium d'Universal et Canal+. Vivendi qui s'est également déclaré preneur de Sky Television, leader de la télévision câblée en Angleterre, un groupe 10 fois plus gros que la start-up Dailymotion. Les livres sur l'islam ont donc le vent en poupe. En effet, un grand nombre de lecteurs veulent comprendre. Les ventes de livres consacrés à l'islam ont bondi en France depuis ces dernières semaines, selon les libraires. Religieuse du centre de Paris, le rayon islam est bien fourni. C'est ce que recherche Patrice, notamment des livres sur le respect de l'autre. Je viens d'acheter Le Prêtre et l'Imam, où on assiste au dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Je trouve que c'est très important dans cette période. Et Patrice n'est pas le seul à s'interroger. En effet, depuis les attentats du mois de janvier, les ventes d'ouvrages consacrés à l'islam ont presque triplé par rapport à 2014, selon le syndicat de la librairie française. Et je crois qu'il faut savoir dépasser le côté strictement intégriste pour voir un petit peu ce que peuvent apporter chacune des religions. Et ce sont les ouvrages d'explication et d'analyse qui se vendent le plus sur ce sujet. On est vraiment ici avec vraiment un dénominateur commun à tous ces clients qui viennent, c'est de comprendre et de se documenter avant éventuellement d'avoir et de se forger sa propre opinion. C'est vraiment ce que je ressens moi profondément. Chez cet éditeur, les commandes de Coran ont aussi augmenté de 30%, même s'il le concède, ce n'est pas le texte le plus simple pour découvrir l'islam. Il conseille plutôt de lire une biographie du prophète Mahomet. Il y a une grille de lecture à avoir à l'esprit pour comprendre comment est écrit le Coran et ce qu'il veut dire dans tel verset et tel autre. Dans le Coran, vous avez des versets qui annulent d'autres. Enfin, il y a toute une science, il y a d'ailleurs toute une science développée en islam pour la compréhension du Coran. Un besoin de pédagogie dont se soucie l'éditeur, alors que des centaines de jeunes partent faire le djihad en Syrie. Il a retiré certains ouvrages de son catalogue pour éviter les amalgames et les incompréhensions. Le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine en images. Dans l'actualité cette semaine, le Front National a été sur le devant de la scène politique avec la séparation. Marine Le Pen a décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre son père suite à des propos dans l'hebdomadaire Rivarol où il a défendu à nouveau le maréchal Pétain et sa nouvelle sortie sur RMC où il a requalifié les chambres à gaz de détails de l'histoire. Mercredi, elle s'était déjà prononcée contre la candidature de Jean-Marie Le Pen au régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. De son côté, le vice-président du Front National, Florian Philippot, a affirmé que la rupture politique est désormais totale et définitive avec Jean-Marie Le Pen, qui a cofondé le parti en 1972. Ce dernier, toujours président d'honneur du parti, a prédit la mort du parti
s'il en était exclu ce jeudi sur RTL, en ajoutant « Marine Le Pen souhaite ma mort peut-être ». Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues en France jeudi pour protester contre l'austérité. Une grande manifestation nationale s'est tenue à Paris à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires. Ces derniers ont annoncé plus de 100 000 participants. Plusieurs appels à la grève ont aussi été lancés dans plusieurs entreprises et des perturbations dans les services publics ont été constatées. Autre grève, celle des contrôleurs aériens. Dans le ciel, les contrôleurs aériens se sont mis en grève mercredi pour 2 jours afin de demander des accords spécifiques pour leur profession, notamment en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite passé de 57 à 59 ans. 40 à 50% des vols ont été annulés et constatés. De nouvelles questions autour de la mort de Christophe de Margerie. Des questions se posent donc sur la mort de l'ancien PDG de Total dans le crash de son avion à Moscou en octobre dernier. L'époux d'une hôtesse de l'air tuée estime en effet qu'il y a plusieurs incohérences, notamment en ce qui concerne la présence de la déneigeuse sur la piste avec lequel l'appareil est entré en collision. Si elle ne partage pas toutes ces théories, les familles du pilote et du copilote se sont aussi portées partie civile. La famille de Christophe de Margerie n'a quant à elle pas porté plainte. C'est une première dans l'histoire des médias en France. TV5 Monde a été victime d'une grande opération de piratage mercredi soir. Coupure des programmes, site internet et page web hackés sur lequel des documents étaient présentés comme des cyber pièces d'identité et des CV de proches de militaires français. Une cyberattaque djihadiste menée par des individus qui se sont réclamés de l'État islamique. Manuel Valls a dénoncé une atteinte inacceptable à la liberté d'information et d'expression. Les ministres de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, des Affaires étrangères Laurent Fabius et de la Culture Fleur Pellerin se sont rendus au siège de la chaîne jeudi. La chaîne qui a pu reprendre ses programmes habituels. Une enquête a tout de même été lancée et le gouvernement a appelé les médias à la vigilance. Annoncé par surprise le 17 décembre, la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis va franchir un nouveau pas ce week-end lors du sommet des Amériques qui réunit tous les pays du continent à Panama. Dans l'attente d'une poignée de main entre Barack Obama et Raúl Castro, le vice-président américain, John Kerry et le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, eux se sont déjà rencontrés dans la capitale panaméenne jeudi et ont pris une pause guindée devant les photographes. L'enjeu, et vous l'avez compris, est le plus important pour les États-Unis, en particulier Barack Obama. Le président américain a une occasion d'échapper à l'image d'impérialiste collé par la gauche latino-américaine à tous les occupants de la Maison Blanche. Et puis au Yémen, le ton est monté en fin de semaine entre l'Iran et les États-Unis qui ont dénoncé le soutien que Téhéran apporte aux rebelles chiites yéménites. Le gouvernement iranien lui a demandé à l'Arabie Saoudite de stopper ces actes criminels. Pour l'heure, la capitale yéménite Sanaa est toujours contrôlée par les rebelles chiites Houthis et leurs alliés. L'armée de l'air américaine ravitaille en vol les avions de chasse de la coalition. Au moins 22 personnes auraient été tuées et plus de 70 autres blessés à Aden, situé dans le sud du pays, lors de bombardements rebelles qui ont visé des quartiers résidentiels de la ville. C'était le récap, le résumé de l'actualité de la semaine. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités en vidéo sur radio-one.fr. D'ici là, on se retrouve avec vos rendez-vous habituels de l'information sur Radio One, à commencer par le Sunday Time demain dimanche de 19h à 20h, ainsi que vos flash infos toutes les demi-heures. Excellente semaine à tous et à samedi.